Donc, je suis le docteur Olivier Beckert. J'exerce donc en tant que neurochirurgien, une activité à temps partiel à la clinique Paris-Lila, où je prends en charge les patients atteints, entre autres, de pathologies rachidiennes adultes. Et en tant que neurochirurgien, je m'intéresse effectivement plus particulièrement à l'aspect neurologique des atteintes rachidiennes. Ce soir, du coup, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, je vais vous discuter avec vous d'un sujet plutôt général, c'est-à-dire un sujet qui touche plutôt aux bases, je dirais, de la neurochirurgie rachidienne, et en particulier, en fait, ce qui va beaucoup s'axer sur l'embryologie, l'anatomie, l'examen clinique, les examens complémentaires qui peuvent être demandés, dans quelles circonstances, et puis également, nous aborderons les principes de traitement, et finalement, ce sera assez rapide, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas ou très peu, enfin pas de vidéo sur la chirurgie. Ce sera surtout en fait bien comprendre les objectifs du traitement en fonction des différentes atteintes neurologiques. Et pour cela, il m'a semblé le plus logique de séparer les atteintes neurologiques du rachis en atteintes médulaires et en atteintes radiculaires. Et donc, je vais vous présenter ce soir mon exposé qui sera l'atteinte médulaire, atteinte radiculaire, cause et traitement. J'en profite donc pour remercier Madame Pédo de la clinique Paris-Lila, la directrice de la clinique Paris-Lila qui m'a accueilli dans son établissement, et puis le groupe Almaviva, et ainsi que également Mérédith Santé, qui nous permet de pouvoir réaliser ce webinaire ce soir. Donc pour débuter, je vais exposer mon plan, et c'est vrai que lorsque l'on démarre avec la neurochirurgie rachidienne et les atteintes neurologiques, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, je vais me permettre de rappeler simplement très rapidement ce que sont les différents systèmes nerveux et comment on les différencie. Puis, on parlera de l'embryologie rachidienne, médulaire, et puis de l'anatomie descriptive, fonctionnelle. Ce qui est important de retenir dans tout ce que j'aurais dit précédemment et ce qui va nous servir pour l'examen clinique, la pathologie, l'imagerie. Et donc, ce sera l'objet de la suite, c'est-à-dire la clinique, les syndromes neurologiques et l'atteinte médulaire, les atteintes radiculaires, les causes de ces atteintes et les causes les plus fréquentes, et enfin les généralités concernant les traitements. Et puis, on terminera par une diapositive finale qui sera un peu un take-home message de ce qui a été dit à partir du chapitre 6. Alors, dans ces études d'anatomie et puis dans la neurologie de manière générale, on différencie les systèmes nerveux, et c'est toujours parfois un peu compliqué de comprendre quelle est la différence entre les termes système nerveux central, système nerveux périphérique, système nerveux autonome, système nerveux végétatif. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une distinction qui est basée sur l'anatomie descriptive, et le système nerveux central est composé euh, de l'encéphale, du tronc cérébral, du cervelet, et puis de la moelle épinière qui sera donc séparée en moelle cervicale, moelle thoracique, et qui se termine en lombaire, comme on le verra juste après. Il y a une distinction anatomique fonctionnelle qui est basée sur la physiologie, et celle-là, on l'utilise pas ou peu et en neurochirurgie. Et c'est la distinction système nerveux autonome, par exemple, effectivement, le système nerveux autonome, c'est le fait de développer une action et que cette action soit reproduite par le système musculaire. Et enfin, le système nerveux végétatif, qui, lui, n'est pas un système volontaire, comme par exemple la digestion, les intestins, le mouvement des intestins, etc. Et donc là, il n'y a pas de mouvement volontaire, c'est quelque chose qui fait partie du système nerveux végétatif. Alors, juste un très court rappel d'embryologie, c'est un peu d'où nous venons tous, nous les vertébrés. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il existe une croissance différentielle entre la moelle et le rachis. L'homme est un être bipède, il s'est levé sur ses deux jambes arrière, il a utilisé ses bras et il a grandi. Il a grandi plus que la majorité des vertébrés qui sont restés à quatre pattes. Ça a eu pour conséquence que
le rachis, la structure osseuse, a grandi plus vite que la moelle. Et c'est la raison pour laquelle la moelle s'arrête en lombaire et en dessous de L1, eh bien, on ne parle plus de moelle, on parle de racines nerveuses, même si elles sont encore dans le canal lombaire et qu'elles sortent après, bien évidemment, sur les côtés. On verra cela plus tard. Juste un rappel très rapide aussi sur la métamérie. C'est une répétition d'une unité fonctionnelle et structurelle donc pour l'embryon. Et en fait, cette métamérie, elle a un rôle très important puisque ces unités fonctionnelles qui contiennent un dermatome, un myotome, un sclérotome, etc., eh bien, c'est ce qui va nous permettre plus tard de comprendre ce qu'est le syndrome lésionnel et le syndrome sous-lésionnel dans le syndrome de compression médulaire. À chaque territoire cutané correspond un territoire médulaire, un territoire radiculaire, pardon, authentifié, un niveau radiculaire authentifié. Alors voilà l'anatomie descriptive du rachis. Et là, je parle de la charpente osseuse. Et donc, le rachis s'étend du cervical, et donc c'est juste au niveau de la base du crâne, C1, en dessous de la base du crâne, C1, et contient 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales qu'on appelle maintenant plutôt thoraciques, et 5 vertèbres lombaires, et puis au bout, le sacrum avec le coccyx tout au bout. Voilà. Vous avez là une coupe, une vue sagittale, et vous voyez qu'effectivement, les corps des vertèbres s'empilent les uns sur les autres, qu'au milieu, entre chaque corps vertébral, en avant, vous avez un disque qui vient se positionner entre les deux corps vertébraux. Le corps vertébral, ici, se poursuit par le pédicule, puis les lames, et en arrière, les épineuses. C'est ce qu'on sent lorsque l'on palpe l'arrière du dos. Ce sont les épines que l'on sent lorsque l'on palpe l'arrière du dos. Voici un autre schéma descriptif où l'on intègre cette fois-ci la moelle épinière au niveau dorsal, par exemple, et l'on voit que la moelle, effectivement, chemine dans le canal médulaire, en arrière du corps vertébral, en arrière des disques, et que latéralement sortent à chaque niveau les racines nerveuses qui vont innerver un territoire cutané bien précis ou des muscles bien précis. Ces racines sortent par les trous de conjugaison qui sont formés par en haut le rebord inférieur du pédicule supérieur et en bas par le rebord supérieur du pédicule inférieur. En arrière, vous avez ce que l'on appelle les articulaires, c'est-à-dire l'endroit où s'empile également le rachis à droite comme à gauche. Alors cette fois-ci, on va parler d'anatomie fonctionnelle. Et un très bref rappel simplement pour vous souvenir qu'effectivement, à chaque territoire cutané, eh bien, il y a des récepteurs sensitifs, épicritiques, des récepteurs douloureux, et que ces récepteurs, en fait, sont des structures mixtes, c'est-à-dire elles peuvent être sensibles à la douleur, sensibles à la pression, sensibles à la chaleur, et elles vont délivrer un message électrique, et que ce message électrique peut faire l'objet d'un traitement de signal, soit en remontant vers le cerveau ou vers d'autres structures du tronc cérébral, et ça on verra ça juste après, ou bien en prenant un chemin beaucoup plus court qu'on appelle l'arc réflexe. C'est typiquement ce qui nous permet de relever notre main lorsque l'on sent une brûlure, par exemple sur une plaque de cuisine. Ça, c'est très, très rapide aussi. L'anatomie fonctionnelle, c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, les mouvements volontaires musculaires naissent de l'aire motrice primaire, du cortex moteur, qu'il y a cette représentation du bonhomme de Penfield, c'est-à-dire que le cortex cérébral, la substance grise, fait l'objet d'une représentation du corps humain et que cette représentation schématiquement peut être reproduite chez à peu près tous les individus, bien qu'il existe des variations bien évidemment anatomiques également, et que les ordres moteurs dérivant de ces régions vont partir vers des faisceaux de substances blanches qui vont descendre au travers du tronc cérébral, puis progressivement aller vers la moelle pour atteindre les racines et pour atteindre ensuite les muscles effecteurs. Il y a des faisceaux qui croisent, d'autres qui ne croisent pas. Ça, c'est plutôt la neuroanatomie et ça n'est pas l'objet de la discussion ce soir. Mais voilà une coupe
de la moelle, cette fois-ci, donc qui est positionnée dans le canal centromédulaire, hein, en arrière du corps vertébral. Et donc, cette moelle, schématiquement, peut être divisée en deux parties. Une partie qui sera antérieure, contenant les voies ascendantes, et une partie qui sera postérieure, les voies sensitives. Alors voilà, en gros, ce qu'il faut retenir effectivement de tout cela, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la structure osseuse et l'intérêt qu'on peut porter, je dirais, à la charpente osseuse et à la statique rachidienne. Par exemple, ça c'est l'objet de l'étude des scolioses, des déformations scoliotiques, des déformations à type de spondylolisthésis, etc. etc. Et la structure nerveuse, qui est celle que je viens de vous détailler, c'est-à-dire la moelle épinière, les racines nerveuses, et, et l'ensemble des structures autres, en particulier le cône médulaire. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la moelle s'arrête en L2, L1. C'est une notion qui est importante parce que lorsqu'on opère ou lorsque l'on est au niveau du rachis lombaire, eh bien, on n'a pas, en dessous de cet étage, de syndrome de compression médulaire. On peut avoir un syndrome de compression pluriradiculaire très exceptionnellement, par exemple dans le cadre d'hématomes épiduraux sur AVK ou post-traumatique. Mais on n'a pas de paraplégie, normalement flasque, brutale, sur une atteinte en dessous de L1. Et puis, on a le cône terminal, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est un peu bizarre, où on peut trouver une atteinte aussi bien centrale qu'une atteinte périphérique, c'est la toute fin de la moelle. Et enfin, à partir de L1, mais il y a des variations anatomiques, hein, bien évidemment, parfois ça peut être un peu plus bas, parfois ça peut être un peu plus haut, nous avons ce que l'on appelle la queue de cheval, c'est-à-dire que ce sont les racines nerveuses qui cheminent dans le canal médulaire, mais qui portent mal son nom à cet endroit, et qui vont descendre dans ce canal et sortir également à chaque étage sur les côtés, et donc donner les racines L3, L4, L5, S1, S2, S3, qui vont innerver les membres inférieurs et le petit bassin. Donc la transmission des informations nerveuses du cerveau vers les muscles par les voies descendantes, elles sont localisées en position antérieure de la moelle, et enfin des récepteurs périphériques vers le cerveau ou vers l'arc réflexe, hein, vers la moelle ou vers le tronc cérébral. Ce sont les voies ascendantes postérieures. Elles sont localisées en postérieur de la moelle. Les lésions médulaires antérieures donnent typiquement des atteintes motrices. Et donc, on peut avoir une ataxie d'origine motrice, une difficulté à la marche. On peut avoir un déficit moteur, et puis on peut avoir bien évidemment un syndrome pyramidal. Les lésions médulaires postérieures donnent des ataxies proprioceptives, c'est-à-dire le sens de position des articulations, le sens profond, et des déficits sensitifs épicritiques et également thermoalgiques. Les lésions radiculaires, donc lorsqu'il y a une atteinte d'une ou plusieurs racines, concernent un ou des territoires spécifiques concernés par les racines. Et d'une manière plus générale, le tableau clinique débute le plus souvent par une douleur, puis par un déficit sensitif, puis par un déficit moteur. C'est ce qu'on peut voir par exemple dans les lombosciatiques. Alors les syndromes neurologiques et les atteintes médulaires. Il y a le plus connu, je dirais, et le plus important à connaître, c'est le syndrome de compression médulaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un syndrome lésionnel et un syndrome sous-lésionnel. Et typiquement, par exemple, c'est la myélopathie cervicarthrosique, avec une atteinte pluriradiculaire des membres supérieurs et éventuellement une atteinte proprioceptive ou pyramidale, qui sera le syndrome sous-lésionnel, et donc on va pouvoir détecter à l'examen clinique. Le syndrome centromédulaire, qui est très rare, très peu rencontré, et que l'on peut voir dans certaines cavités syringomyéliques. C'est un tableau suspendu thermoalgique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une sensation effectivement de perte de la thermoalgésie sur certains étages, et en particulier en thoracique, et au-dessus, vous n'avez rien, en dessous, vous n'avez rien également. Le syndrome de Brown-Séquard, qui est assez classique en neurologie, en tout cas pour les examens, mais qui en pratique est rarement rencontré.
Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant de l'avoir vu une fois. Le syndrome du cône médulaire, et donc je vous ai parlé du cône médulaire, qui est cette région un peu atypique, où l'on trouve encore un peu de moelle et où on trouve le début des racines. Et donc, on peut avoir une association d'une atteinte centrale et d'une atteinte périphérique. Et typiquement, on peut avoir une atteinte radiculaire avec des lombosciatiques ou des cruralgies et des réflexes cutanéo-plantaires en extension qui font partie du syndrome pyramidal. Dans ce cas, il faut effectivement penser à éventuellement une atteinte du cône médulaire. Le syndrome de la queue de cheval, qui est un syndrome bien particulier à connaître, et qui regroupe une hypoesthésie en selle, des troubles sphinctériens et également une hypotonie du sphincter anal, qui peut être retrouvée au toucher rectal. Alors, les atteintes radiculaires, c'est toujours assez compliqué. Je dois vous avouer que même moi, après beaucoup d'années d'exercice, j'en suis toujours parfois à regarder des schémas. Et je dois vous avouer que le schéma qui est assez standard, c'est le score ASIA, qui permet, que vous pouvez trouver sur Internet, qui est utilisé en traumatologie, en particulier en préhospitalier, chez les polytraumatisés. Et donc, ça permet d'avoir une cotation rapide d'un déficit neurologique essentiellement en préhospitalier. Et donc, vous avez les schémas avec les territoires cutanés correspondant aux racines. Et ça, vous pouvez trouver assez facilement ça sur Internet. Vous avez bien évidemment des atteintes radiculaires qui sont qui sont explorées de manière plus quotidienne, on va dire, hein, celles que l'on voit en consultation. Et donc, voilà à peu près les résumés que vous pouvez avoir par rapport aux atteintes. C5, C6, C7, C8. Voilà, L2, la flexion de hanche, S1, la flexion plantaire. Donc, ça, c'est les atteintes motrices radiculaires. Alors, l'examen clinique systématique, il débute par l'interrogatoire. Et c'est vrai qu'on recherche le plus souvent des antécédents de lombalgie, à bien différencier des antécédents de sciatique. L'intoxication tabagique, qui est un facteur de risque important et évitable de douleur lombaire. On essaie de préciser au maximum la douleur. Et donc, l'un des points clés de l'interrogatoire de la douleur, c'est de bien faire préciser au patient qu'est-ce qui est le plus douloureux pour lui. Est-ce que ce sont les douleurs lombaires ou bien est-ce que ce sont les douleurs dans la jambe ou dans les jambes? Auquel cas, on différencie effectivement les douleurs rachidiennes, lombaires, discales, des douleurs neurologiques qui peuvent être liées à des atteintes des racines nerveuses. Le type de douleur, et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire décrire. Donc, il peut y avoir des douleurs de type inflammatoire, typiquement elles réveillent la nuit, des douleurs plutôt de type mécanique, par exemple déclenchées à la marche. Vous pouvez avoir des douleurs de type neuropathique qui sont décrites très bien souvent par les patients. Ils vous disent voilà, des sensations de décharge électrique, des sensations de chaleur, des sensations de torsion, comme si voilà, on m'électrocutait, comme si j'avais des coups de couteau dans la jambe. Et ça, c'est typiquement plutôt des symptomatologies de douleurs neuropathiques. Il faut essayer de coter quand c'est possible avec une échelle numérique, alors soit verbale, soit visuelle analogique si on a une réglette avec soi, et puis bien noter également la consommation dentalgique déjà préalable avant la consultation. L'étude de la marche, et ça c'est un point qui est très important, on va tout de suite faire marcher le patient, voir si jamais il a une marche qui est stable ou pas. Une marche instable, c'est une ataxie. L'ataxie peut avoir plusieurs causes. Elle peut être d'origine motrice, proprioceptive, cérébelleuse, il y a vestibulaire, mais c'est important d'évaluer la marche spontanée. On va faire marcher le patient sur la pointe et sur les talons, ce qui va permettre de voir rapidement s'il existe un déficit des fléchisseurs ou des extenseurs au niveau des pieds, donc des racines L5, S1. Et puis, on va débuter un examen moteur en étudiant racine par racine, tel que je vous ai décrit et tel qui a été, tel qui a été décrit dans la diapositive précédente. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la localisation de la douleur, bien évidemment. C'est-à-dire si on a une sciatique de topographie plutôt S1, donc irradiant sur le bord externe du pied, hein, et vers le bas du pied, eh bien, on va plutôt chercher effectivement une atteinte motrice S1. Alors, l'examen sensitif, il y a le tact épicritique qui est le plus simple à faire en consultation. On peut également, lorsque l'on suspecte une atteinte proprioceptive, rapidement faire le sens de position du gros orteil. En pratique, le tact thermoalgique en consultation, c'est très difficile. Avoir des tubes de chaud et de froid, c'est rarement qu'on a des tubes de chaud et de froid avec soi. Et donc, ce que je conseille, c'est souvent l'interrogatoire et d'aller
demander directement au patient, est-ce que quand vous prenez votre douche ou votre bain, vous avez une sensation d'avoir un côté ou d'avoir une partie du corps qui est plus chaude, plus froide ou qui ne sent pas la température. Et ça, c'est quelque chose qui parfois revient à l'interrogatoire et qui n'est pas forcément dit spontanément. L'étude des réflexes, les réflexes ostéotendineux, les réflexes cutanéo-plantaires, et donc ça peut être complété par une recherche assez simple quand on a un doute sur un syndrome pyramidal, c'est d'aller rechercher une trépilation épileptoïde des pieds en exerçant une flexion assez rapide des pieds. Et ça, c'est un très bon argument pour un syndrome pyramidal, en particulier un syndrome pyramidal chronique. L'interrogatoire sur les troubles sphinctériens, et donc ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement, mais il n'y a pas d'examen physique systématique sur la selle. C'est toujours délicat, je dirais, en consultation, d'aller examiner tous les patients comme si on suspectait une queue de cheval. Donc, je pense que le mieux à faire, et ça, c'est mon expérience, c'est d'interroger sur les troubles sphinctériens, qui peuvent être de beaucoup d'origines, d'ailleurs, pas uniquement neurologiques. Par exemple, chez l'homme, la prostate, chez la femme, un antécédent de grossesse et une insuffisance vélico-sphinctérienne. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Mais en gros, si jamais j'ai à l'interrogatoire quelque chose de positif, eh bien, j'effectue effectivement une sensibilité épicritique au niveau de la selle pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de trouble au niveau de la selle, de la sensibilité. Et si jamais cela est positif, eh bien, je regarde rapidement l'IRM pour voir s'il existe une volumineuse hernie discale lombaire comblant le canal, car le syndrome de la queue de cheval est lié à un envahissement en fait, des racines nerveuses, à une compression des racines nerveuses très importante, et que si jamais il n'y a pas une masse importante, il est quand même très peu probable qu'il y ait un syndrome de la queue de cheval. Voilà. Et donc l'élément final, en cas de suspicion bien évidemment très importante, reste le toucher rectal qui doit être fait afin de dépister une atonie ou une hypotonie du sphincter anal. Alors là, je vous parle des causes très généralement, mais je pense que c'est un moyen mnémotechnique que j'ai gardé de ma préparation d'internat et je trouve qu'il est toujours aussi bon. Et je vous le délivre ce soir parce que voilà, c'est quelque chose qui est très utilisable en neurologie d'une manière générale. C'est un moyen mémotechnique et si vous utilisez ce moyen mémotechnique, vous êtes sûr de ne louper quasiment aucune étiologie. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une atteinte neurologique, quelle qu'elle soit, et je me récite le plus souvent en C vite dit, c'est-à-dire qu'il y a des causes carentielles, alors qui ne sont pas fréquentes, bien évidemment, mais il peut y avoir des hypodosages en thiamine, des atteintes liées à la vitamine B6-PP. Par exemple carentiel lié à l'alcoolisme. Vous avez par la suite le vasculaire. Et donc, par exemple, on a les hématomes, les fistules durales, l'infectieux, les empièmes, les causes traumatiques, bien évidemment, avec les hématomes post-traumatiques, les fractures vertébrales, etc. Vous avez les causes endocriniennes. Alors, pour l'endocrinien, en fait, c'est le diabète essentiellement. Et il faut savoir qu'il peut y avoir des diabètes qui peuvent se révéler, par exemple, parfois par des cruralgies qui n'ont pas de cause discale. Et donc, il faut penser effectivement à demander un test de dépistage, en tout cas faire une glycémie à jeun à des patients qui n'ont pas de lésion discale et qui présentent une cruralgie importante, d'autant plus s'il y a des antécédents familiaux de diabète de type 2. Les causes dégénératives qui sont les plus fréquentes et qu'on va détailler, les causes inflammatoires, beaucoup moins fréquentes, et les causes tumorales qu'on voit nous aussi en neurochirurgie, et donc ça peut être des causes tumorales intracanalaires comme extracanalaires, osseuses, de la dure-mère, des cellules de la gaine de Schwann, ce sont les schwannomes ou les neurinomes, et puis il y a d'autres histologies qu'on peut retrouver, des épendymomes, etc. Mais bon, ce n'est pas l'objet du cours de ce soir. Alors, les causes les plus fréquentes, c'est celles qu'on voit en consultation à l'Occident, donc c'est les causes dégénératives. Les causes dégénératives, elles sont de deux ordres, c'est les causes discales et les causes arthrosiques. Et les causes discales, c'est la discopathie dégénérative, la dégénérescence du disque qui se fait progressivement, et ça peut arriver plus rapidement chez certaines personnes, en particulier chez les patients ayant des antécédents de lombalgie familiale. Les protrusions discales, et donc là j'ai fait un petit peu dans l'ordre. Protrusion discale veut simplement dire qu'il existe un débord discal sur l'imagerie en arrière de l'espace discal.
la hernie discale qui peut être médiane, paramédiane, et j'ai oublié le troisième terme qui peut être extraforaminale. Et ça, c'est un piège assez classique, des patients qui peuvent avoir très mal, très douloureux, pour lesquels on ne verra rien au niveau de la ligne médiane, ni au niveau foraminal. Il faut bien penser à aller regarder sur la portion extraforaminale, et on voit parfois effectivement des hernies extraforaminales qui sont extrêmement douloureuses et qui, parce que justement elles compriment le ganglion sensitif, et qu'on peut louper parce qu'il faut penser à aller regarder à cet endroit-là, ce n'est pas très fréquent. Elles peuvent être majorées, ces causes dégénératives, par des raisons constitutionnelles. Et vous savez qu'il y a des patients qui peuvent avoir des hypertrophies des articulaires, plus que d'autres, on n'est pas tous fait pareil, et surtout qui peuvent avoir une position des articulaires beaucoup plus proche de la ligne médiane, avec la possibilité d'un conflit beaucoup plus important, en particulier lorsqu'il y a de l'arthrose qui débute et qu'il y a une hypertrophie du ligament jaune associé. Les examens complémentaires, très rapidement, l'IRM qui maintenant est quand même accessible. Alors, bon, ça dépend des régions, bien évidemment, mais on a tendance à effectivement prescrire très rapidement une IRM. Le scanner, qui est un très bon examen, hein, qui permet de voir le disque, mais qui permet surtout de compléter le bilan pour évaluer l'atteinte osseuse, l'arthrose, et voir les ostéophytes, et qui est beaucoup plus performant à ce niveau que l'IRM. Les clichés standards que je ne demande pas en systématique, mais qui peuvent être faits parfois en systématique, ou EOS, et ça c'est essentiellement en cas de trouble de la statique rachidienne associée, en cas par exemple de spondylolisthésis dégénératif, ou bien en cas de scoliose ou de déviation scoliotique simple. L'électromyogramme, je le réserve à cette situation, c'est-à-dire une imagerie qui est peu parlante, avec un patient qui présente de réelles douleurs radiculaires qui correspondent à un territoire bien précis, donc une atteinte uniradiculaire, et ça permet quand même d'obtenir une évaluation électrophysiologique de la racine. Ça permet de savoir si jamais éventuellement il y a eu une dégénérescence sensitive de la racine ou pas, si ça concerne une ou plusieurs racines, et si potentiellement à un moment donné il y a pu avoir une compression de la racine et que cette compression aujourd'hui n'est plus visible parce que, par exemple, la hernie discale s'est résorbée. Je vais maintenant parler des généralités du traitement et je vais débuter par les lombalgies, même si finalement c'est peu neurochirurgical, mais on en voit effectivement beaucoup en consultation quand même. Et j'insiste bien sur le fait que le terme lombalgie seul exclut normalement toute atteinte neurologique associée. Alors, dans les lombalgies, il y a des facteurs extrinsèques qui sont modifiables, et l'un de ceux qui est le plus, enfin, qui est aujourd'hui bien prouvé, c'est le tabac. Et le sevrage tabagique permet parfois d'améliorer très nettement les lombalgies, voire de les faire disparaître. Il y a le poids, et donc ça peut faire l'objet d'une consultation diététique. Les pratiques sportives, il faut savoir qu'effectivement, il peut y avoir parfois des gens qui ont une pratique sportive très intensive. Pense aux marathoniens, aux gens qui font les Ironman, ce genre de choses, et qui peuvent avoir des lombalgies secondaires, effectivement, à cette pratique sportive, car la course à pied, eh bien, finalement, ça fait bouger la colonne, ça induit des chocs qui sont répercutés au niveau du rachis, et ça peut favoriser, effectivement, la dégénérescence discale peut-être plus rapidement. Et enfin, il y a effectivement la profession. La profession, c'est toujours compliqué. On peut parler du reclassement professionnel, bien évidemment, mais ce n'est pas toujours possible. Mais parfois, c'est l'objet effectivement d'une remise en question professionnelle et parfois même l'objet de changements de carrière complet lorsque la situation est difficilement vivable. J'insiste, et je ne l'ai pas noté bien évidemment, sur les aspects psychologiques de la lombalgie, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui vient, je dirais, parfois un peu naturellement au bout de l'interrogatoire, mais il peut y avoir effectivement des événements de vie, des dépressions, des choses qui font que effectivement on peut avoir mal au dos. L'expression en avoir plein le dos en est l'exemple même. Voilà, donc vous avez la ceinture de maintien lombaire qui peut être prescrite, les gestes à éviter qu'il faut effectivement donner aux patients, la kinésithérapie qui est quelque chose de très important dans la prise en charge de la douleur, de la rééducation lombaire, les antalgiques, 6 douleurs, et les infiltrations épidurales qui peuvent être discutées selon les résultats de l'IRM. Le sport, et là j'insiste essentiellement sur la piscine, pas forcément la natation à haut niveau, mais si jamais il y a des nages que je conseille, c'est plutôt le crawl et le dos. La brasse est assez mauvaise
en termes de rééducation lombaire. Elle peut même déclencher plutôt des sciatiques et de même la nage papillon. Mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde et à moi en particulier. L'ostéopathie, bien évidemment. Et puis, il y a d'autres thérapies que je ne maîtrise pas forcément beaucoup, mais auxquelles je m'intéresse parce que les patients parfois m'en font part. Ils me disent, bah voilà, je vais beaucoup mieux depuis que je fais de la mésothérapie, depuis que je fais de l'acupuncture, depuis que j'ai fait de l'auriculothérapie ou de la relaxation. Et donc, bah, c'est des données qui sont à prendre en compte et que, bien évidemment, tout ce qui peut améliorer la douleur est bon à prendre. Alors voilà, je vous ai montré juste cette vidéo un peu en avance. De par mes origines familiales, je vous montre juste cette vidéo de la Légion étrangère. Je vous dis ça parce que les patients vont souvent sur Internet, qui vont chercher effectivement des choses par rapport au dos, par rapport au traitement, par rapport aux causes, et qu'il y a parfois des vidéos qui ne sont pas mal faites du tout, et je pense à celle-ci en particulier. Et il y a parfois des patients qui habitent loin, qui n'ont pas la possibilité de par leur travail, de consulter en kinésithérapie, etc. Il y a des exercices qui peuvent être faits. Il y a pléthore de vidéos là-dessus, sur le dos. Et donc, une, par exemple, que je conseille régulièrement, en particulier pour les gens qui sont sportifs, eh c'est la vidéo de la Légion étrangère qui permet voilà, de faire du travail postural squat, pour la rééducation lombaire. Où les fessiers arrivent à hauteur des genoux, soit un quart de squat, où les fessiers descendent légèrement et ils remontent. Voilà. Alors, bon, je suis chirurgien quand même, donc on va parler de chirurgie. Et donc, pour les généralités de traitement des lombalgies, il faut savoir que, bien évidemment, il y a parfois quelques cas qui peuvent nécessiter une expertise chirurgicale, et en particulier, bien évidemment, le spondylolisthésie, c'est-à-dire le glissement de la vertèbre supérieure par rapport à la vertèbre inférieure, qui se produit le plus souvent en L5-S1, mais également en L4-S5, et par les isthmiques, c'est-à-dire que les isthmiques les isthmes ne sont plus visibles des vertèbres, et donc effectivement il peut y avoir de réelles lombalgies majorées par ces mouvements entre les vertèbres, et donc une arthrodèse par voie postérieure ou parfois par voie antérieure peut se discuter. La discopathie dégénérative avec inflammation des plateaux vertébraux, c'est un peu plus récent, mais c'est quelque chose qui commence à être bien utilisé en termes de thérapeutique. Et encore une fois, lorsque l'ensemble des traitements ont été tentés, effectivement, les discopathies dégénératives avec inflammation des plateaux vertébraux sur l'IRM, signal modique 1-2, et perte de hauteur discale avec des lombalgies très invalidantes, qui sont souvent d'ailleurs associées à des sciatiques, tronquées, unies ou bilatérales, peuvent faire l'objet d'une discussion chirurgicale pour une arthrodèse par voie antérieure. Alors, concernant les lombosciatiques, cette fois-ci, plus les lombalgies, mais les lombosciatiques, eh bien, il y a le traitement médicamenteux, bien évidemment, et au cours des crises, on utilise les antalgiques OMS, niveau 2 ou 3, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes en cure courte, associés à un protecteur gastrique, double dose en particulier lors d'antécédents d'ulcères gastro-duodénaux. Et il faut se méfier des médicaments. Il faut se méfier des médicaments en particulier au long cours, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les insuffisants rénaux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les patients prenant des anti-vitamine K, ce qui peut effectivement modifier la biodisponibilité des AVK. Et ça, c'est l'expérience du neurochirurgien des hématomes sous-duraux chroniques du SUVAG. On voit parfois ce genre de situation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le diabète, qui ne font pas bon ménage. Les anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdes et le diabète qui peuvent le décompenser. Et enfin, la coprescription anti-inflammatoires stéroïdiens et anti-inflammatoires non stéroïdiens qui n'est pas préconisée. La prégabaline, le nom générique, le nom commercial, le Lyrica, peut être proposé effectivement en cas de douleur neuropathique initiale, c'est-à-dire que parfois il y a des lombosciatiques avec des compressions qui peuvent donner plutôt des douleurs neuropathiques, et ça peut être un médicament intéressant à tester assez rapidement, à posologie progressivement croissante. Je le débute personnellement à 25 mg x 2 par jour, puis j'augmente progressivement la dose tous les 5 à 7 jours. En cas de douleur neuropathique séquelaire, et il faut savoir qu'effectivement, il y a des patients qui peuvent avoir été opérés de canaux lombaires rétrécis, de hernie discale lombaire, et qui 10 ans après, 15 ans après, vont présenter des douleurs à nouveau radiculaires, dont la topographie sera la même, mais dont la description typiquement sera neuropathique.
Et dans ce cas-là, on fait systématiquement une IRM afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveau de conflit. Et lorsqu'il n'y a pas de nouveau de conflit, effectivement, on peut débuter ce traitement qui, lorsqu'il ne fonctionne pas, après, peut faire l'objet d'autres thérapeutiques. Et ça, c'est vrai que j'adresse plus volontiers vers mes confrères dans les centres de la douleur pour la poursuite de la prise en charge, et en particulier les séances de stimulation cutanée, les TENS, et éventuellement, quand les choses vont vraiment très mal et qu'on n'arrive plus à aller au bout, la mise en place d'une stimulation médulaire qui peut être discutée. La kinésithérapie, qui est très importante, alors pour moi, elle est antalgique lors des crises douloureuses. On ne peut pas faire une rééducation et un renforcement abdominal lorsqu'on est vraiment très très douloureux, qu'on est bloqué. La lombaire posturale, celle que je vous ai montrée avec la vidéo précédente, pour la rééducation lombaire, et le renforcement abdominal, oui, mais pas en période douloureuse. Et après, c'est vrai que je reste assez large dans la prescription de kinésithérapie. Ce n'est pas mon métier. Mes collègues kinésithérapeutes connaissent très bien ça. Et donc, ils ont l'habitude voilà, de savoir quel type d'exercice est ce qui va être le plus bénéfique aux patients. Et j'avoue que je me laisse le plus souvent guider par eux lorsqu'il s'agit de la rééducation par kinésithérapie. Alors, les infiltrations, aujourd'hui, elles sont épidurales, elles sont plus foraminales. On n'a plus malheureusement l'autorisation d'aller faire des infiltrations foraminales à l'étage concerné. Et bon, c'est vrai que je l'utilise surtout pour les hernies ou les arthroses qui sont foraminales, donc les compressions au niveau du foramen. Et si c'est possible, l'objectif est d'aller injecter les corticoïdes au plus proche de la racine concernée. Et ça peut également être discuté dans le cadre des discopathies dégénératives inflammatoires. J'avoue que j'utilise en lombaire et pas du tout en cervical. En termes de chirurgie, quelles sont les indications? Bon, bien évidemment, le syndrome de la queue de cheval, qui reste une urgence fonctionnelle. Et il faut savoir que le syndrome de la queue de cheval, ce qui est très important à retenir, c'est que parfois les patients peuvent avoir présenté des épisodes de lombosciatique, y compris hyperalgiques, et que le syndrome de la queue de cheval peut apparaître à un moment où justement la sciatique disparaît complètement. Et c'est ce qui se passe quand une hernie discale se casse, elle migre dans le canal, et donc elle ne touche plus forcément la racine au départ de la racine ou au niveau foraminal. Elle va descendre, elle va comprimer l'ensemble des racines nerveuses du canal, et parfois les gens consultent avec retard, les patients consultent avec retard parce qu'ils n'ont plus mal. Ils ont par contre une atteinte fonctionnelle avec une atteinte sphinctérienne très claire. Et donc, bien évidemment, se méfier du syndrome de la queue de cheval, qui n'est pas toujours associé avec des douleurs de sciatique. La sciatique déficitaire, alors, ce qui est classiquement dit, c'est 48 à 72 heures de déficit maximal pour avoir l'indication chirurgicale. Et je dois vous dire qu'il faut rester très large par rapport à cette indication. J'en veux pour preuve un patient que j'ai opéré là, très récemment à la clinique, qui était déficitaire depuis 1 mois, alors avec les histoires de Covid, il y a eu du retard, etc. etc. Et ce patient a quasiment totalement récupéré, malgré le fait qu'il était quasiment complètement déficitaire au niveau L5, avec une déformation de la marche très importante. Voilà, donc il y a la théorie, effectivement, il y a les essais cliniques, et après, il y a la pratique médicale. Et si jamais on est honnête avec le potentiel résultat et qu'on prévient bien le patient que potentiellement, ça peut ne pas récupérer, ça peut tout à fait être tentable, bien au contraire. La lombosciatique hyperalgique résistante, ça bien évidemment, voilà, c'est le cas qu'on rencontre le plus fréquemment. Et donc ça, c'est ce qu'on voit effectivement en consultation le plus fréquemment. L'objectif de la chirurgie, c'est d'aller enlever la compression au niveau de la racine et donc d'enlever le fragment de hernie discale qui comprime la racine. Et il faut comprendre que c'est vraiment une chirurgie effectivement faite pour libérer la racine. Et donc, l'objectif n'est pas d'aller enlever tout le disque. Premièrement, l'approche postérieure est une approche qui ne permet pas d'enlever tout le disque, c'est dangereux. Et deuxièmement, aller enlever tout le disque, c'est pourvoyeur de lombalgie post-opératoire très invalidante parfois, par inflammation des plateaux. Et donc, c'est quelque chose qui n'est plus fait aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il y a le risque de récidive de hernie discale, mais aujourd'hui, moi, en regard du risque de récidive et des risques de lombalgie très invalidante post-opératoire et surtout du risque vasculaire
d'une intervention pour enlever le disque par la voie postérieure, j'avoue que j'ai largement fait mon choix. La foraminotomie, ce qu'on appelle aussi recalibrage lombaire unilatéral, eh bien, c'est l'ouverture du foramen de la racine qui est concernée par l'atteinte. Et puis vous avez le canal lombaire rétréci, c'est souvent, et c'est de l'arthrose. Et donc dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une laminectomie, c'est-à-dire qu'on effectue un recalibrage lombaire bilatéral. Tout cela est synonyme. Alors par rapport maintenant au cou et à la névralgie cervico-brachiale. Alors pour moi, le traitement, eh bien, ça débute essentiellement par l'arrêt de travail, et ça c'est très important. Il faut laisser du temps. C'est souvent des pathologies qui s'améliorent toutes seules avec le temps. Et donc, il ne faut pas, si jamais, bien évidemment, il n'y a pas de déficit moteur, pas de déficit sensitif, pas de compression de la moelle, il ne faut pas hésiter à attendre et à prescrire un traitement médicamenteux et à réévaluer la situation. Et quand je dis attendre, ça peut être 1 mois, 6 semaines. Donc, débuter un traitement médicamenteux tel qu'il avait été décrit sur les diapositives précédentes pour la lombo-sciatique. La kinésithérapie est très importante, que ce soit pour les atteintes d'origine arthrosique que parfois pour les hernies discales qui sont latéralisées, sans compression médulaire. Et la kinésithérapie d'élongation cervicale permet très souvent une amélioration très nette, voire complète de la symptomatologie, ce qui permet d'éviter la chirurgie. Et lorsque l'on se retrouve face à une situation effectivement de résistance au traitement précédent, eh bien, on peut discuter effectivement d'une chirurgie par abord antérieur cervical, avec les risques inhérents, et en particulier, cette chirurgie est indiquée lorsqu'il existe un déficit moteur ou sensitif invalidant. La myélopathie cervicarthrosique, et donc c'est équivalent au canal cervical étroit avec une atteinte médulaire clinique, j'insiste. On peut avoir parfois un hypersignal médulaire T2, mais sans atteinte forcément clinique. Et donc, c'est très important de bien toujours faire référence à la clinique. Et donc, on a dans ces cas-là 2 tableaux possibles. Une atteinte neurologique antérieure prédominante par une compression antérieure, ligamentaire, du corps vertébral. Et donc, la voie antérieure est discutable selon le nombre d'étages atteints. Et donc, on peut réaliser des somatotomies par voie antérieure pour aller libérer par voie antérieure le rachis comprimé. Les atteintes neurologiques postérieures prédominantes, et là je parle surtout des sujets âgés, du tableau de myélopathie cervicarthrosique, effectivement du sujet âgé, avec l'ataxie, la difficulté à la marche, les lâchages d'objets, eh bien, le plus souvent fait l'objet d'une laminectomie cervicale. L'objectif étant de stopper l'évolution, très important, et d'éviter l'aggravation progressive ou brutale suite à une chute avec traumatisme crânien ou cervical, c'est le syndrome de Schneider. Voilà, en résumé, l'objectif de cette présentation, c'était de bien différencier ce qui fait l'objet d'atteintes rachidiennes, osseuses, discales, on va dire isolées, et des atteintes neurologiques associées. Je pense que globalement, le message qu'il faut retenir, c'est qu'une atteinte neurologique déficitaire doit faire l'objet d'un avis neurochirurgical. Il ne faut pas négliger les thérapeutiques non médicamenteuses. Bien évidemment, quand je parle des thérapeutiques, alors j'ai oublié de le mentionner dans mes diapositives, mais bien évidemment, la prise en charge passe effectivement par nos collègues rhumatologues. Bien évidemment, c'est tellement évident que je ne l'ai pas mis dans mes diapositives, mais c'est tout à fait évident que la prise en charge chirurgicale reste la dernière partie avant la prise en charge médicale et la prise en charge de l'ensemble des thérapeutiques et en particulier, bien évidemment, de nos confrères rhumatologues. Et si jamais il y a chirurgie, les bénéfices et les éventuelles complications doivent avoir été comprises par le patient. Ça, je pense que c'est l'élément le plus important. Voilà, je vous remercie de votre attention.